Tout de suite, j'ai su que c'était le petit. Quand tu vois le crâne, tu penses ça n'a rien. Il n'y aura plus cette question, où est-il? Où il est? Dans les mains de qui? Qu'est-ce qu'on lui fait? L'enfant a échappé à leur vigilance. Dispositif de ratissage serré. On ne sait pas où est cet enfant. La zone était survolée par des drones et un hélicoptère doté de caméras thermiques. En vain. 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. Ça permet de dérouler ce qui s'est passé au moment où il y a eu la disparition. À partir de la découverte des ossements, cette affaire prend une autre dimension. La promeneuse a découvert ces ossements sur un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'1 mois avant. La conférence de presse est terminée. L'affaire Émile est une affaire qui frappe l'imaginaire collectif. C'est un enfant très jeune qui disparaît dans une zone rurale ou au sein de sa famille. Le 8 juillet 2023, Émile Soleil, 2 ans et demi, échappe à la vigilance de ses grands-parents. Arrivé la veille, depuis la bouilladisse dans leur résidence secondaire du Haut-Vernay, le garçonnet se réveille d'une longue sieste. Vers 17h15, 2 témoins affirment l'avoir aperçu seul marchant sur la rue principale du hameau. Puis, plus aucune trace. À 18h12, la gendarmerie est alertée. Les premières recherches débutent dans la soirée. Une centaine de personnes fouillent les alentours jusqu'à 3h du matin. L'information de sa disparition se propage sur les réseaux sociaux et déjà, la presse locale commence à s'emparer de l'affaire. Je suis sur la route pour me rendre à la rédaction, à l'agence de Manosque, et je reçois un message d'un membre de la rédaction, d'une journaliste, qui vient de voir sur les réseaux sociaux cet appel à témoins à la suite de la disparition d'un enfant. Je constate que l'enfant a disparu depuis la veille, donc il a passé la nuit dehors, donc il y a déjà un dispositif de recherche qui est en place. L'affaire a l'air importante. Dès le dimanche 9 juillet, près de 200 bénévoles venus de toute la région se mobilisent pour tenter de retrouver l'enfant disparu. Parmi eux, Solange, habitante de la Javie, une commune distante d'une quinzaine de kilomètres du Vernay, se rend sur place au petit matin pour apporter son aide. On a entendu ces infos et on a dit non, on ne peut pas rester comme ça. On était très touchés. On sait qu'un enfant peut faire beaucoup de chemin en très peu de temps, par expérience. On s'est dit c'est pas possible, on va le retrouver. On nous a regroupés et on nous a fait partir dans un champ. On se tenait presque tous les mains au départ, un peu comme si on cherchait dans la neige, dans une avalanche. On a marché, on appelait, on regardait à nos pas, on regardait les recoins, on soulevait ce qu'on pouvait soulever, les hautes herbes, etc. Ok, s'il vous plaît, donc on va reprendre un dispositif de ratissage serré sur la zone Charlie. Malgré d'importants moyens déployés par les autorités, Émile reste introuvable. Le temps joue contre les bénévoles et les gendarmes. Les premières 48 heures sont décisives pour espérer retrouver l'enfant en vie. Dès le dimanche soir, quand les recherches de cette journée, il y a une grosse journée de recherche, il y a plusieurs centaines d'hectares qui ont été balayés. Les forces de l'ordre ont travaillé sur des cercles concentriques pour ratisser près 5 km autour du lieu de disparition. Il y a vraiment énormément de monde qui est mobilisé, près de 200 personnes qui ont effectué des battues. Fin de journée, l'enfant n'est toujours pas retrouvé. Forcément, qu'il s'agisse des bénévoles qui ont participé aux recherches comme des forces de l'ordre, les visages sont fermés et les mines sont inquiètes. Malgré toutes ces recherches, nous n'avons pas pu, à l'heure où je vous parle, localiser l'enfant. Au bout de 48 heures et après plusieurs battues, le dispositif de recherche est redimensionné. Les nombreux bénévoles présents doivent quitter les lieux pour que les enquêteurs puissent enfin dégager une piste. L'enquête se poursuit désormais et nous nous
apprêtons à entrer dans un second temps. 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. 12 véhicules ont été visités. Très vite, l'enquête des autorités vient troubler la quiétude des habitants du Haut-Vernay. Ce hameau, perché sur les hauteurs, ne compte qu'une dizaine d'habitants en hiver. À la belle saison, les résidences secondaires se remplissent, les rues s'animent, mais cet été-là, l'atmosphère est lourde. Dans ce climat de tension, certaines rumeurs commencent à circuler. Des habitants désignent un jeune agriculteur, décrit localement comme conduisant de manière imprudente, soupçonné d'avoir accidentellement percuté Émile avec son tracteur. Les gendarmes étudient cette piste, mais après vérification, ils l'écartent grâce au bornage téléphonique. Le jeune homme ne se trouvait pas sur les lieux au moment de la disparition. Il y a une ambiance complexe, forcément, qui s'installe dans le village. Pourquoi? Voilà, il n'y a pas de réponse aux questions. Des questions se posent sur qui faisait quoi, que fait la famille. Le village, la commune, c'est un groupe social. C'est des gens qui se connaissent, qui parlent entre eux. Il s'est passé une affaire importante, un enfant a disparu, il n'est pas retrouvé. Donc logiquement, les gens s'interrogent, réfléchissent, essaient d'avoir des explications. À la fin de l'été 2023, le mystère reste entier. Les habitants du village sont toujours sans réponse. C'est quelque chose de pesant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ça a un impact aussi sur le quotidien. Moi, personnellement, je ne laisse plus sortir mes enfants de manière aussi sereine que j'ai pu le faire auparavant, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé. L'idée qu'il puisse y avoir une intervention extérieure, c'est terrible, oui. Les actes d'enquête se poursuivent, mais les autorités communiquent peu. Pour beaucoup, les investigations piétinent et cette impression d'impasse ne fait qu'alimenter les tensions entre les habitants. Le 28 mars 2024, les gendarmes organisent une reconstitution complète de la journée du 8 juillet 2023 en présence des témoins clés. Les médias s'emparent de l'événement. Gilles Tézan, l'un des rares habitants à s'exprimer sur l'affaire, est invité à Paris dans l'émission « Touche pas à mon poste » animée par Cyril Hanouna. Une prise de parole qui ne fait pas l'unanimité dans le village. J'avais été invité à une émission à Paris le soir de la mise en situation, quoi. Et quand je suis rentré 2 jours après, j'ai posé mon sac pour prendre la clé dans ma poche, quoi. Et quand j'ai repris le sac, pas par terre, devant mes pieds, exactement devant la porte, quoi. Il y a quelqu'un qui était passé et qui m'avait laissé, un souvenir, quoi. Une petite balle, quoi. Bon, je ne sais pas si c'était pour me dire de me taire, quoi, si ça dérangeait quelqu'un que j'aille parler devant les médias, quoi. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'on s'exprime sur cette affaire ou sur d'autres affaires qui ont eu lieu au Vernay, quoi. Mais bon, il y a eu tellement, ça a tellement été diffusé, quoi, qu'on ne pourra pas empêcher les curieux de venir au Vernay, quoi. Écarter les curieux du Haut-Vernay, c'est l'objectif des gendarmes, pour que la mise en situation organisée 8 mois après la disparition d'Émile se déroule de la meilleure manière possible. Pour cette reconstitution, l'objectif est clair, rejouer minute par minute les faits et gestes du jour de la disparition. Ce jour-là, seules les 17 personnes convoquées peuvent se rendre au hameau, mais l'un de nos journalistes a réussi à percer le huis clos en observant à distance cette journée. On est parti très tôt le matin, donc c'était l'aube, on est parti vers les 6h du matin, on arrive sur zone à 8h du matin. La mise en situation devait commencer de mémoire à 9h, donc on a pu assister au réveil du hameau. Là c'est une image assez impressionnante, le hameau est enrobé d'un épais brouillard, d'une épaisse brume, il pleut, dru, qui sont convoqués donc, pour cette mise en situation. 17 personnes, elles étaient présentes le jour où le petit Émile a disparu, le 8 juillet 2023. Sur ces 17, donc 10 personnes de la famille, 10 membres de la famille, les grands-parents, plus 8 enfants. Et hors des 10 membres de la famille, 7 témoins. Chacun donc, est appelé à intervenir à tour de rôle. Donc de mémoire, c'est le grand-père qui était le premier à être sur la scène du hameau. Ensuite, certains membres de la famille et d'autres témoins qui sont venus s'ajouter à cette journée, à cette fameuse répétition.
Peu d'éléments ont filtré de cette mise en situation, mais nous avons pu récolter l'un des rares témoignages d'une des personnes présentes au hameau le 8 juillet 2023. Marc effectuait des travaux de jardinage pour un ami habitant au Haut-Vernay. Convoqué pour la reconstitution, il a livré aux enquêteurs les détails de sa journée. L'atmosphère, ce jour-là, elle était très spéciale. Hein. D'habitude, les volets sont ouverts, on se dit bonjour avec les habitants. Là, tout était fermé. On était comme isolé de tout, quoi. On était chacun mis dans un coin. Fallait attendre que l'audition précédente soit terminée avant d'être appelé. On passait à tour de rôle devant les enquêteurs. Tout était cadré, quoi. On m'a demandé où j'étais précisément ce jour-là et ce que je faisais au hameau. Et une fois que les enquêteurs ils ont eu la démonstration que de là où j'étais, je ne pouvais strictement rien voir ni rien faire, au bout de 5 minutes, ils m'ont laissé partir. Ça a été très rapide. À force, c'est vrai qu'on se rappelle pas de tout, hein, encore moins du moindre détail. Ils nous posent des questions de telle manière à savoir si on est vraiment sûr. Ils nous poussent dans nos retranchements. Mais bon, si on n'a rien à se reprocher, on répond le plus naturellement qu'il soit, et c'est pas difficile de se rappeler les heures exactes où on était au hameau et ce qu'on y faisait. À la mi-journée, donc on imagine que c'était une pause sous un chapiteau qui sert durant l'été d'endroit de réunion. Il y a fait un four à pain, donc c'est un endroit qui à la base est assez convivial. Et là, donc, toute cette mini-population se retrouve groupée au même endroit, donc gendarmes, témoins, membres de la famille. Et là, il y a une scène qui nous a beaucoup marqué, c'est j'ai vu le grand-père, Philippe Vedovini, s'approcher de sa fille et l'enlacer, Marie. Donc une scène assez, je dirais, qui était assez particulière, parce qu'on est dans un contexte pesant, et lui vient la réconforter, peut-être la soutenir aussi, parce que c'est vraiment une épreuve. Donc là, on est en train de répéter la journée qui a marqué toute une famille. Mais que sait-on vraiment de cette famille nombreuse? Depuis la disparition d'Émile, à la Bouilladis comme au Haut-Vernay, nous avons tenté de répondre à cette question. La famille, c'est un gros mystère. La famille, elle est impénétrable. En plusieurs mois d'enquête, j'ai pu m'approcher de certains membres de la famille. Et à chaque fois, j'ai eu une fin de non-recevoir. Je me suis présenté poliment, mais ils n'ont pas voulu répondre à mes questions. C'est une famille qui, d'un côté, on me dit qu'elle est plutôt intégrée, notamment à la commune de la Bouilladis. Il faut savoir que certains enfants de Philippe et Anne Vedovini sont licenciés à un club de judo, par exemple. Voilà, donc ils ont une vie sociale. En même temps, c'est une famille qui est retirée, qui est recluse dans sa maison de cette commune des Bouches-du-Rhône. Il faut savoir que les enfants sont scolarisés donc, dans la maison, donc ils sont pas scolarisés dans le schéma habituel. C'est une famille qui est assez refermée sur elle-même. Mais en même temps, le grand-père a une vie sociale, puisqu'il est ostéopathe reconnu d'ailleurs dans la commune, donc il a une clientèle qui, pourra parler avec certains patients. C'est quelqu'un de très affable, de très aimable, donc de très courtois. Voilà, donc il y a une double vision, double lecture de cette famille, à la fois très éloignée, très écartée, très recluse, mais en même temps plus ou moins intégrée donc, à la vie sociale, à la vie commune du village de la Bouilladis. La Bouilladis, le Vernay, mais un troisième lieu revient régulièrement dans l'affaire Émile, le hameau de Boulard. Situé sur la commune de Beaujeu, à une dizaine de kilomètres du Vernay, ce site isolé, accessible uniquement par des pistes rocailleuses, alimente de nombreuses spéculations. C'est dans les années 60 que l'arrière-grand-père d'Émile et 5 de ses amis acquièrent ce hameau et y créent une SCI. Depuis la disparition du petit garçon, cet endroit intrigue. On y évoque une communauté religieuse fermée, un incendie criminel survenu en 2019 ou encore des tensions avec la municipalité. L'un des amis de la famille, propriétaire d'une maison depuis près de 60 ans, a accepté de lever le voile sur ce mystérieux village. Le cofondateur de la SCI reconnaît que les propriétaires sont des catholiques non progressistes, mais réfute l'idée d'un groupe structuré. Selon lui, chacun pratique sa foi comme bon lui semble. Concernant l'incendie de 2019, il précise que la maison du père de Philippe Vedovini n'a pas été directement touchée, contrairement à ce qui a pu être dit dans d'autres médias. Les départs de feu ont été localisés dans des habitations voisines. À ce jour, l'origine de l'incendie reste inconnue.
Ce microcosme, où la foi est omniprésente, conduira le jeune Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, à rejoindre la communauté de Riaumont en tant qu'encadrant au début des années 90. Cet établissement a depuis été mis en cause par d'anciens pensionnaires qui dénoncent des violences commises par certains membres du personnel. Dans cette affaire, celui qu'on appelait à l'époque frère Philippe a été entendu par la police en 2018, comme témoin assisté. Bruno, ancien pensionnaire de Riaumont, raconte aujourd'hui le comportement du grand-père d'Émile durant son séjour. C'était celui qu'on voulait surtout pas croiser dans les couloirs. Soit c'était le coup de pied au cul, soit c'était la claque qui arrivait derrière. Donc ça, gratuitement. Sa spécialité, c'était le coup de pied, de toute façon. Dès qu'on entendait la soutane se lever, on savait que ça allait tomber. C'était sûr et certain. Il s'en foutait que ça soit un enfant de 7 ans, que ça soit un gamin de 15 ans, parce qu'il y avait tous les âges. Il y avait des plus âgés que nous. Quand on était en cours avec lui, il fallait pas s'amuser à vouloir essayer d'être plus intelligent que lui ou de machin. C'était lui qui posait les questions, il fallait répondre au moment où il les posait, pas avant, pas après. Un comportement autoritaire dont a pâti le père Claude Gilliot, qui officiait à la chapelle traditionnaliste des Pénitengries à Aix-en-Provence, fréquentée par la famille Vedovini. Peu après la disparition d'Émile, que le père Gilliot avait baptisé, Philippe Vedovini lui reproche d'avoir transmis une photo familiale à un journaliste de Paris Match. Le fidèle pose alors un ultimatum. Sa famille ne reviendra plus à la chapelle tant que le prêtre y officiera. À l'automne 2023, Claude Gilliot est écarté de ses fonctions. Plus d'1 an et demi après, l'homme d'église se suicidera, sans qu'aucun lien ne soit formellement établi avec son éviction. Nous avons donc essayé de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de la communauté. Mais aucun fidèle n'a accepté de répondre à nos questions et pour cause, les instructions sont claires. Peu après la disparition d'Émile, le recteur de la confrérie, Bernard Terlet, a envoyé un mail aux fidèles que nous nous sommes procurés. Il leur demande de rester muets car des journalistes cherchent à connaître la vie privée de la famille d'Émile. On a essayé à plusieurs reprises, à diverses reprises, de s'approcher de certains membres. Certains nous ont accordé quelques réactions, notamment l'un qui nous a parlé de la famille Vedovini, comment la communauté se mettait en place pour les protéger, justement pour leur venir en aide, pour les épauler. Mais ça s'arrêtait à ça. Il y avait vraiment un mur qui s'est installé, un mur de protection, je dirais, de ces membres à l'égard de la famille Vedovini. Après des mois d'attente et d'analyse médico-légale, les proches d'Émile organisent enfin ses obsèques, un peu moins d'1 an après la découverte de ses ossements. La cérémonie a lieu sous une pluie battante, le 8 février 2025, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Prévue dans l'intimité, elle est réservée aux proches et aux membres de la famille, mais l'un de nos journalistes a toutefois pu y assister. J'ai pu donc observer la famille durant l'heure et demie qu'a duré cette cérémonie. D'un côté, à gauche, les grands-parents. De l'autre côté, à droite, les parents, Marie et Colomban. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on supposait que Marie et Colomban avaient été plutôt en froid avec Philippe et Anne Vedovini. Ils n'ont pas vraiment échangé ce jour-là, donc j'ai pas eu le sentiment qu'ils s'étaient retrouvés. Voilà. Donc voilà, une sensation de froideur entre les deux parties. Une cérémonie marquée par cette image glaçante. L'arrivée du cercueil de l'enfant à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, accueillie par ses parents, son parrain et sa marraine à l'entrée de l'édifice. Hormis cette arrivée du petit cercueil blanc qui évidemment est l'image marquante de ces obsèques, il y a aussi la sortie, la fin de la cérémonie où les membres de la famille se sont retirés de la basilique. Et le grand-père Philippe Vedovini passait juste devant moi, il était en pleurs, il était en sanglots. Une fois l'inhumation achevée au cimetière de la Bouilladisse dans l'après-midi, un communiqué inattendu est adressé à notre journaliste. C'est l'avocate de Philippe Vedovini, maître Isabelle Colombani, qui envoie un communiqué où les grands-parents s'expriment, ils disent vouloir enfin la vérité dans cette affaire qui commence à trop durer. Ils veulent absolument en savoir davantage. Ils remercient en parallèle les gendarmes,
et les juges d'instruction, le procureur pour leur travail, mais ils aimeraient maintenant en savoir davantage et assez rapidement parce que cette attente est devenue insupportable pour eux. En diffusant ce communiqué de presse aux médias, les grands-parents d'Émile ne s'imaginent sans doute pas que la suite de l'enquête va les mener, eux et 2 de leurs enfants, en garde à vue. Stupeur. La nouvelle tombe à 7h30 du matin, ce 25 mars. Là, c'est le chaos total à la Bouilladise. On apprend que Philippe et Anne Vedovini et 2 de leurs enfants, Marthe et Maximin, Marthe 20 ans et Maximin 18 ans, ont été mis en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Au moment où commencent les gardes à vue, les gendarmes poursuivent les perquisitions au domicile familial de la Bouilladise. Le véhicule du grand-père ainsi qu'une remorque à chevaux sont saisis et transférés au siège de la section de recherche de Marseille pour des analyses. Dans le même temps, les avocats de la famille s'organisent pour que chacun soit assisté par un conseil lors des auditions. Le dossier qui donne lieu à cette garde à vue est remarquable par son ampleur. Donc, nous savons pertinemment que si une mesure de garde à vue a été ordonnée et qu'elle touche la grand-mère de la victime, cette garde à vue va être forcément longue. Nous n'imaginons pas que l'on ait procédé d'une telle façon simplement pour l'entendre rapidement et que les choses en resteront là. Nous savons que c'est parti pour durer. Au cours de cette garde à vue, la grand-mère de l'enfant et son avocat font face à 2 enquêteurs qui présentent des éléments inédits sur les circonstances de la mort d'Émile. Les gendarmes vont confronter le récit d'Anne Vedovini à ces nouvelles données. Cette garde à vue qui va durer 48 heures va être très très largement exploitée en temps d'audition. Il y aura très peu de phases de repos. Ma cliente n'estime pas plus qu'une autre devoir être crue sur sa simple parole. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une enquête. Ma cliente, évidemment, attend aussi que sa parole soit éprouvée de façon à ce qu'on puisse en affirmer définitivement la sincérité et clore aussi définitivement cette piste concernant une mise en cause familiale. Au bout de la nuit, 2 choix s'offrent aux enquêteurs. Mettre en examen les grands-parents ou les libérer. Et là, on apprend que la mise en garde à vue de Anne Vedovini est levée. Et quelques heures plus tard, celle aussi de Philippe Vedovini. Donc le couple repart libre de la gendarmerie, donc il regagne son domicile dans la nuit. Alors que ma cliente a été remise en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle, le fait que pour autant une piste intrafamiliale n'est pas écartée obéit là aussi à une parfaite logique. Les propos ont été recueillis des membres de la famille. Il reste encore une fois à passer à l'épreuve leurs propos, de façon à ce que cette piste puisse être écartée. Leurs seuls propos, leurs seules déclarations n'étaient pas de nature, évidemment, à fermer cette piste. Les gardes à vue se terminent donc 1 an après la découverte des ossements au Haut-Vernay. Mais depuis la disparition du petit garçon, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. En exclusivité, le colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de Marseille, nous explique comment fonctionne la cellule Émile. Les gens de la cellule Émile, ils ne font que ça. Pour le coup, ça, c'est des gens qui se consacrent 100% à cette mission. Aujourd'hui, vous avez en tout, vous avez une quinzaine d'enquêteurs qui travaillent sur ce dossier-là, avec des enquêteurs qui s'y consacrent à temps plein, ils sont une douzaine, et des enquêteurs d'appui, des analystes criminels, notamment, qui gèrent les masses de données considérables que nous avons sur ce dossier particulièrement sensible. C'est un engagement qui est lourd, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, pour les enquêteurs de la section de recherche, ils sont projetés en permanence dans le département 04 aujourd'hui. C'est des gens qui vivent une bonne partie de la semaine loin de leur famille et qui vont travailler jour et nuit si la situation l'exige. Moi, j'ai des enquêteurs qui sont vraiment expérimentés, qui sont qualifiés, qui ont résolu un grand nombre de dossiers auparavant et à qui on a confié ce dossier-là. Ça, c'est fondamental. Et puis à côté d'eux, vous avez des techniciens, parce que là aussi, il faut des outils techniques de recoupement, l'information, de recoupement des indices et des traces. C'est l'alliance des deux, de l'expérience et de la technique, qui nous permet d'avancer. Pour percer ce mystère, les enquêteurs s'appuient sur une somme d'analyse impressionnante. Plus de 3000 signalements étudiés et vérifiés, près de 300 auditions menées et surtout 60 missions d'expertise réalisées depuis la découverte des ossements. C'est grâce à elle qu'un élément majeur a pu émerger.
Comment on a su que ce corps avait été déplacé? Pour la simple et bonne raison que le professeur Christian Dontremepuich, le pape de l'ADN en France et ailleurs, qui officie donc au laboratoire privé d'hématologie médico-légale à Bordeaux, ce laboratoire donc, a analysé depuis le mois de juin 2024 toutes les pièces qui avaient été rapportées des fouilles du Vernet. Et donc, évidemment, donc, les ossements d'Émile ont été analysés au peigne fin. Et là, donc, avec une méthode qui s'appelle la pollinisation, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y avait des pollens qui se trouvaient sur les ossements et les vêtements d'Émile qui ne correspondaient pas aux pollens qui étaient sur la zone de la découverte des ossements. Donc, par déduction, ce corps a été déplacé à deux reprises. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Sur le dossier du petit Émile, d'Émile Soleil, on a plusieurs hypothèses de travail. Et chaque hypothèse est poussée à fond. On a des portes qu'on ferme, effectivement. Heureusement, on en a fermé un grand nombre. On a des hypothèses de travail sur lesquelles on continue de travailler. Et j'espère bien entendu que les enquêteurs aboutiront. Il y a plusieurs informations majeures qui ont émané donc, de la conférence de presse du procureur de la République Jean-Luc Blachon. Première information majeure, la thèse familiale, donc la piste familiale n'est toujours pas écartée. Première piste. Ensuite, de quoi est mort, comment est mort Émile Soleil. Là, il y a deux pistes majeures qui se dégagent, soit un accident, donc domestique ou autre, soit le crime, l'acte délibéré qui a conduit à la mort d'Émile Soleil. 2 ans se sont écoulés depuis la disparition du petit Émile. À ce jour, aucune hypothèse n'est écartée par les enquêteurs. S'agit-il d'un accident domestique survenu dans la maison familiale, camouflé en disparition, d'une collision avec un véhicule ou d'un acte criminel délibéré? Quelque part, une personne détient forcément la vérité. Les parents du petit garçon attendent toujours des réponses. Une seule question continue de hanter tous les esprits. Qu'est-il arrivé à Émile ?